Chapitre 1 – L'Oculus. Montant dans un wagon du métro de la ligne L, en ce lundi matin pour se rendre à son travail, comme elle le fait chaque jour, Zoé prend une gorgée de son double latte et pense à la photographie. Elle y pense pendant les 40 minutes que dure le trajet vers l'ouest et ensuite vers le sud, de Brooklyn à son dernier arrêt dans le quartier de Lower Manhattan. Et elle y pense encore alors qu'elle se lève pour descendre en même temps qu'un millier d'autres passagers. Qu'a donc de si particulier cette photographie ? Les portes du wagon s'ouvrent et Zoé devient une goutte dans la mer de banlieusards qui s'engouffre dans Fulton Center, le cœur vers lequel convergent presque toutes les lignes de métro dans Lower Manhattan. La vague humaine la transporte le long d'un couloir au sol couvert de tuiles grises qui aboutit dans un vaste espace ouvert sous le World Trade Center, où Zoé s'immobilise, clouée sur place. Les gens la contournent alors qu'elle lève les yeux vers le haut plafond voûté. On dirait les côtes d'un énorme oiseau d'acier blanc, un phénix renaissant des cendres du 11 septembre. Elle se remet en mouvement, habitée par la grandeur des lieux. Plus de 180 mètres de marbre italien blanc. C'est comme de se trouver à l'intérieur d'une gigantesque cathédrale. L'Oculus, l'entrée de l'un des plus célèbres monuments du monde et l'une des destinations touristiques les plus fréquentées. Zoé y passe chaque jour. 2 fois par jour en fait. La première en se rendant au travail et la seconde lorsqu'elle rentre chez elle. Et pourtant, elle ne s'est encore jamais arrêtée pour l'admirer. Elle pénètre dans l'enceinte recouverte de marbre blanc et s'engage dans le couloir West Concourse où se trouve à sa gauche un immense tableau d'affichage lumineux, presque aussi grand qu'un terrain de football. En temps normal, elle ignore l'incessante succession de publicités et d'avis émis par les services publics, pressés de se rendre à l'escalier roulant. Mais aujourd'hui, les images que renvoie l'immense écran arrêtent Zoé dans son élan et elle reste une fois de plus clouée sur place. Elle garde les yeux rivés sur l'image d'un bateau de pêche, de son équipage et de ses filets. Un bateau très semblable à l'embarcation qui figure sur cette photographie qui la hante. Seulement, au lieu de se laisser bercer par la houle le long d'un quai, celui-ci est échoué au milieu d'un désert. Étrange, pense Zoé. Étrange et étrangement troublant. Alors qu'elle fixe l'image, des lettres géantes défilent sur l'écran, déchiffrant un message. Si vous ne savez pas où aller, vous risquez de ne pas aimer votre point d'arrivée. Un instant plus tard, l'image s'estompe, remplacée par d'autres publicités. Zoé se remet en mouvement. Arrivée au bout du couloir, elle s'engage sur l'escalier roulant et monte 2 étages pour se retrouver dans un atrium inondé de soleil. Elle sort et marche vers West Street, le soleil dans les yeux, jusqu'en face de l'édifice où elle travaille. One World Trade Center, le plus haut gratte-ciel de l'hémisphère occidental. C'est sa routine quotidienne. Elle adore se tenir là, la tête penchée en arrière, et regarder tout en haut, tentant d'apercevoir le sommet de l'énorme tour qui s'élance vers le ciel. Aujourd'hui, toutefois, elle a l'esprit ailleurs. Si vous ne savez pas où aller, vous risquez de ne pas aimer votre point d'arrivée. C'était une publicité quelconque, pour une compagnie d'assurance, un fabricant d'automobiles, une application de voyage. Elle n'arrive pas à s'en rappeler. Jessica a-t-elle quelque chose à voir avec ce slogan ? Il lui semble que l'annonceur fait partie des comptes clients de Jess. Pourtant, ce matin, elle a le sentiment qu'il s'agit d'un message qui lui est personnellement adressé. Et cela la ronge. Tout comme cette photographie, celle qu'elle ne parvient pas à oublier. Elle se rappelle soudain le latte qu'elle tient à la main et en prend une gorgée. Il la refroidit. En temps normal, elle traverserait la rue, entrerait dans l'édifice et prendrait l'ascenseur jusqu'à son bureau au 33e étage. Aujourd'hui, elle emprunte un autre chemin. Après avoir traversé West Street, elle tourne à droite et se dirige vers les bassins miroitants, vers les 2 grandes fontaines carrées construites exactement là où se trouvaient les tours jumelles et bordées de murs de marbre noir sur lesquels est gravée une liste interminable de noms. Le mémorial du 11 septembre. Elle s'immobilise à côté du bassin nord et regarde l'eau frémissante en contrebas. Elle glisse la main le long de la surface de marbre et lit la première douzaine de noms.
Il y en a tant. Des milliers de personnes sont mortes ici, en ce jour sombre de septembre 2001. Zoé fréquentait l'école primaire à cette époque. Elle lève les yeux vers les grandes ailes nervurées de l'oculus, dressées vers le ciel, parmi les gratte-ciel à un coin de rue de là. Pourquoi tout lui paraît-il si différent aujourd'hui? Si vous ne savez pas où aller, vous risquez de ne pas aimer votre point d'arrivée. Où Zoé va-t-elle exactement? Où prévoit-elle arriver exactement? Y a-t-elle jamais réfléchi auparavant? Un homme s'arrête pendant une fraction de seconde afin de consulter son bracelet-montre et repart en toute hâte. Zoé est agitée. Elle sera en retard au travail. Elle s'apprête à faire demi-tour et à regagner le One World Trade Center, mais quelque chose la retient. Elle se dirige plutôt vers un banc de béton situé non loin et elle s'assoit, son latte froid à la main, entourée de touristes, de banlieusards et d'habitants du quartier. Elle parle doucement, à nul autre qu'elle-même. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Chapitre 2. La photographie. La journée de Zoé commence en Lyon dès qu'elle sort de l'ascenseur au 33e étage, comme c'est le cas chaque lundi matin. La date de tombée du numéro de printemps est dans quelques jours, vendredi, et tout le monde au bureau est en mode production intensif. Une foule d'articles, de biographies et d'illustrations réclament l'attention de Zoé. Vélo de montagne en Équateur, dégustation de vin dans les Balkans, photoreportage avec le nom de célèbres voyageurs dans la légende. Et c'est son travail de remanier et de peaufiner des gribouillages pour en faire une prose parfaite et pétillante. Zoé travaille pour une grande maison d'édition ayant ses bureaux au One World Trade Center, la tour de la liberté, comme on l'appelle. Ce que Zoé a toujours trouvé ironique, c'est que même si elle aime le tourbillon que son travail représente, elle pourrait difficilement qualifier de libre le temps qu'elle passe entre ses murs. Elle est heureuse d'occuper ce poste, mais son horaire est éreintant et le salaire est loin d'être aussi élevé que ce que pensent probablement les lecteurs du magazine. Et, parlant d'ironie, la voilà, âgée de 27 ans, co-rédactrice d'un magazine de voyage mondialement réputé, et elle n'est jamais sortie des États-Unis. Ou elle est à l'ouest du Mississippi d'ailleurs. Elle n'a même pas de passeport. Une rédactrice de magazine de voyage qui n'a jamais voyagé. Elle dépose son portable sur son bureau, l'ouvre, se connecte au réseau du personnel et se met au boulot, ses doigts volant sur le clavier. Zoé aime la fièvre de son travail. Les échéances démentes, les changements de dernière minute dans le contenu, le défi consistant à créer un texte de qualité en partant d'un style d'écriture décent à médiocre. Elle repousse le vague sentiment de malaise qu'elle a ressenti plus tôt et se penche sur son clavier, plongeant dans le rythme du lieu. Avons-nous faim? Zoé se redresse sur sa chaise et effectue une rotation du cou pour en dissiper la raideur. Est-il vraiment plus de 13 heures? Elle se tourne pour trouver sa patronne qui l'observe de derrière la demi-cloison qui délimite son poste de travail. « Même les globetrotters virtuels doivent parfois manger », ajoute sa patronne. Le style vestimentaire de Barbara n'est pas très tendance, contrairement à celui de la plupart des membres du personnel. Dans le cadre très haut de gamme de Lower Manhattan, Zoé a parfois l'impression que Barbara est originaire d'une petite ville et qu'elle ne s'est jamais vraiment adaptée à son nouvel environnement. Plus ou moins le contraire de Jessica, autrement dit. Mais elle est exceptionnellement brillante et naturellement empathique. Elle semble sentir ce qui se passe sous la surface des choses. Zoé suppose que c'est ce qui fait d'elle une excellente directrice de la rédaction. Lorsque Zoé a commencé à travailler il y a 6 ans, c'est Barbara qui s'était chargée du processus d'embauche, et toutes deux s'étaient immédiatement découvert des atomes crochus. Barbara a des attentes élevées et elle est très exigeante. C'est une patronne intransigeante en ce sens, mais elle ne pousse personne. Elle les tire plutôt. Ses subordonnés n'ont pas peur d'elle. Ils ne veulent tout simplement pas la décevoir. Et Zoé ne l'a jamais déçue. Elle est une redoutable rédactrice et elle excelle dans son travail. Affamée, dit Zoé. Elle met son portable en veille et suit Barbara jusqu'à l'ascenseur pour aller dîner à un étage supérieur. La cafétéria de l'entreprise offre une vue spectaculaire sur le centre-ville de Manhattan, la rivière Hudson et la Statue de la Liberté. Avec ses espaces ouverts et son décor austère, le lieu ressemble à n'importe quel resto branché de Manhattan. Lorsque Zoé a commencé à travailler au magazine, elle a dû s'habituer à y croiser parfois des célébrités.
Barbara a apporté sa boîte repas laquée qu'elle vide avec beaucoup de soin pendant que Zoé s'engage dans la file. Elle opte pour une salade composée de poulet, de quinoa, d'amandes Marcona et de jeunes pousses biologiques. Tout en entamant sa salade, elle fait un effort pour parler de l'article sur lequel elle travaille. Mais ce genre de bavardage n'est pas son point fort, et elle se tait après 2 phrases. Dans le bref silence qui suit, Barbara prend quelques bouchées de son sandwich et observe Zoé. « Bon, » dit-elle finalement, « tu ne sembles pas être dans ton assiette aujourd'hui. Tout va bien ?» Une autre preuve de la grande perspicacité de Barbara. Zoé a tenté d'oublier l'étrange état d'esprit dans lequel elle s'est trouvée ce matin, mais sa patronne l'a quand même senti. Elle inspire et expire lentement. Elle ne sait pas par où commencer, car elle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. « Tu trouveras ça bizarre », commence Zoé. Barbara prend une autre bouchée et hoche la tête, comme pour dire « continue ». En allant prendre le métro le matin, je m'arrête dans un café de Williamsburg. Elle décrit où il est situé et Barbara hoche encore une fois la tête. « Le café Elena, tu le connais ?» Barbara regarde Zoé par-dessus son sandwich et dit « Et ?»« D'accord », enchaîne Zoé. « Alors, j'aperçois une photographie encadrée accrochée sur le mur du fond. En fait, on y retrouve plusieurs photographies encadrées dans ce café. Les murs en sont couverts. Mais il y a celle-là en particulier. On ne peut la voir qu'à l'avant de la file d'attente où Zoé attend qu'on lui prépare son double latte et son muffin. Le café Elena est le genre d'endroit où les collations sont très fraîches, le café toujours délicieux et les illustrations qui ornent les murs superbes. Elle décrit la photographie et puis se tait et retourne à sa salade. « Et ?» ajoute Barbara après un instant. « Et je ne sais pas. Je n'arrête pas d'y penser, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. » Zoé rédige des phrases claires pour gagner sa vie, mais elle ne s'en tire pas très bien en ce moment. « Et tu la veux ?» Zoé pousse un soupir. Bien sûr qu'elle la veut. Elle représente une scène très simple. Un petit village en bord de mer à l'aube, caressé par les premiers rayons de soleil qui l'enveloppent d'une lumière ambrée qui scintille tel un bijou. Et au premier plan, un bateau de pêche avec son équipage prêt à prendre la mer. L'heure magique, comme on l'appelle, ce moment qui suit le lever du soleil et où la lumière rougit et devient presque limpide. Pour Zoé, cela a quelque chose de féerique. C'est un moment suspendu dans le temps, diffusant une énergie invisible, suspendu pour l'éternité à un fil de soie. La photo est de bonne taille. Elle mesure probablement 1,20 m de large par 0,9 m de haut. Toutefois, elle ne l'a pas examinée en détail, car elle n'est jamais restée sur les lieux suffisamment longtemps pour s'en approcher et l'étudier. Chaque matin, elle quitte son appartement, généralement un peu tard, se hâte vers le café pour y prendre son double latte et son muffin, et puis marche rapidement jusqu'à l'arrêt, juste à temps pour monter dans le métro qui la conduira à Manhattan. Elle a à peine le temps de regarder autour d'elle pendant qu'elle paie son petit déjeuner. Pourtant, même les brefs coups d'œil qu'elle a jetés sur la photographie l'ont toujours interpellée. Ce matin, elle s'est attardée une demi-minute de plus pour la regarder. S'est avancée d'un pas ou deux. Il n'a fallu qu'un bref moment, vraiment, mais cela a été suffisant pour que l'image reste gravée dans sa mémoire. Elle sait exactement où elle l'accrocherait dans sa salle de séjour. Quoique, salle de séjour est peut-être un euphémisme. On parle plutôt ici de salle de séjour, salle à manger, bureau à la maison. Zoé vit avec une colocataire dans un minuscule appartement qui ne paie pas de mine. Cette scène d'un bord de mer ensoleillé transformerait l'endroit. Ce n'est pas que je veuille nécessairement la posséder, c'est seulement... Seulement quoi ? La photographie a soulevé une vague de sentiments chez Zoé, des sentiments qu'elle a du mal à décrire, et encore plus à expliquer. Je ne sais pas. Elle secoue la tête comme pour écarter une pensée. Je ne sais même pas si elle est à vendre, et de toute façon, même si elle l'était... Et Barbara prononce les mots suivants en même temps que Zoé, toutes les deux parfaitement à l'unisson. « Je n'en ai pas les moyens ». Dans la chanson qu'est la vie de Zoé, c'est le refrain. Les couplets peuvent être inspirants, aventureux ou contemplatifs. J'adorerais reprendre mes études, faire le tour du sud-ouest américain, voyager en Europe, avoir un appartement avec une vraie chambre où je pourrais écrire et faire du yoga. Mais le refrain est toujours le même. Mais je n'en ai pas les moyens. Et c'est vrai, la vie est moins chère à Brooklyn qu'à Manhattan, mais le coût du logement y est tout de même élevé. Et puis, elle a une dette étudiante qui pèse lourd sur ses épaules, comme un sac à dos rempli de briques.
C'est une bonne chose qu'elle vive en ville où elle n'a pas besoin de voiture, car si elle en avait une, la banque en aurait probablement déjà repris possession. Une voiture ? Dans l'état actuel des choses, une bicyclette lui serait probablement enlevée d'ici l'été. Zoé est habile avec les mots et possède un grand sens de l'esthétique. Mais les chiffres, ce n'est pas sa tasse de thé. Elle n'a aucun talent avec l'argent, n'en a jamais eu. Elle a tenté de dresser un budget, comme sa mère le lui a recommandé. Le mot « budget » est sans doute celui qu'elle aime le moins. Et bien sûr, cela a été un échec lamentable. Au travail, elle est extrêmement organisée et productive, mais dès qu'il s'agit de son argent, elle n'a aucune discipline. C'est ainsi. On est en mars, et elle croule encore sous le poids de dettes contractées lors de l'achat de cadeaux de Noël pour sa famille et ses amis. Et probablement de ceux de l'année précédente aussi, si elle prenait le temps de parcourir ses relevés. Des frais sur des frais sur des frais. Oui, Zoé aime son travail, et elle y excelle, mais elle doit admettre qu'elle a peine à joindre les deux bouts. De fait, elle n'y arrive pas du tout. Ces bouts ne semblent que s'entr'apercevoir de temps à autre. Zoé pense qu'elle pourrait se qualifier pour incarner l'expression « vivre de chèque de paie en chèque de paie ». Quel que soit le prix de la photographie, si elle est à vendre, $500, $800, $1000, cela représenterait beaucoup d'argent qu'elle n'a pas, et ce, uniquement pour satisfaire un caprice. La voix de Barbara interrompt le fil de ses pensées. « Tu devrais parler à Henri. »« Henri ? Le vieil homme que tu vois là-bas, le matin, celui qui prépare le café. C'est Henri. » Il faut un moment à Zoé pour enregistrer ce que dit Barbara. « Tu veux dire au café ? Tu connais le barista qui travaille chez Helena ?» Barbara se lève en refermant sa boîte repas. « Cela fait des années que je le connais. Tu devrais aller lui parler. Il voit les choses... » Elle fait une pause. « Il voit les choses différemment. » Parler au barista ? Et lui dire ? Barbara lance à Zoé ce regard sans expression qui est sa marque de commerce. Un regard qui voit tout et n'offre rien. Parle-lui, c'est tout. Dis-lui que tu adores la photographie et vois ce qu'il te répondra. Zoé fronce les sourcils. « Fais-moi confiance, » dit Barbara. « Il est plein de ressources. » « Et il m'aidera à faire quoi exactement ? À choisir le bon billet de loterie ?» Barbara hausse les épaules. « Probablement pas. Mais tu l'as dit toi-même. Tu n'as pas les moyens d'acheter cette photographie, et cela te dérange. Ai-je raison ?» Zoé ne répond pas. Bien sûr qu'elle a raison. C'est Barbara. « Alors bon, » dit Barbara, « fais quelque chose. Parle à Henri. » En retournant à son bureau, Zoé éprouve un certain remords. Elle n'a pas confié à Barbara ce qui l'accable vraiment, et ce n'est pas seulement la photographie, c'est autre chose. Le poste à l'agence. Il y a de cela 2 vendredis, devant un verre, Jessica, son ancienne camarade de chambre au collège, lui a parlé d'un poste qui serait bientôt vacant à l'agence média où elle travaille, dans les quartiers chics de New York. « Tu es une travailleuse acharnée, Zoé. Tu es intelligente, tu écris merveilleusement bien et les gens t'adorent. Tu serais parfaite. » Donc, Zoé s'était rendue dans les quartiers chics un jour de la semaine précédente et elle avait passé une entrevue d'embauche. Le soir même, Jessica lui avait téléphoné pour lui dire que, d'après ce qu'elle avait entendu, Zoé était la grande favorite. « Il y avait des tonnes de candidats, Zoé, mais tu t'es démarquée du lot. » Et bien entendu, vendredi dernier, l'agence a communiqué avec elle pour lui annoncer la nouvelle. Elle est officiellement leur premier choix. Si Zoé veut cet emploi, il est à elle, et à un salaire considérablement plus élevé que celui que lui rapporte son emploi actuel. Elle sait que cela voudra dire beaucoup plus de stress et un horaire dément, ce qui ne l'emballe pas du tout. Mais ce salaire changerait vraiment les choses pour elle. Elle en avait rediscuté avec sa mère pendant le week-end. Cette dernière n'était pas certaine que ce soit une bonne idée. « Oh, Zi, contente-toi de ce que tu as. L'argent ne fait pas le bonheur, ma chérie. L'argent ne fait pas le bonheur. » Combien de fois Zoé a-t-elle entendu cela pendant son enfance ? Son père avait pris le combiné lui aussi, ce qui était inhabituel. Réfléchis bien, Zoé. Elle sait ce que cela veut dire. Je ne veux pas te dire du tout d'accepter ce poste, mais ouais, peut-être devrais-tu le faire. Son père avait très bien gagné sa vie en tant qu'entrepreneur général, jusqu'à ce que des problèmes de santé l'obligent à se contenter d'un poste administratif dans une entreprise de matériaux de construction. Il gagnait beaucoup moins d'argent, et elle s'en doutait, ce travail lui plaisait beaucoup moins. Mais ses parents s'en tiraient. Quoique, dernièrement, sa mère semblait plus fatiguée qu'en temps normal. « Contente-toi de ce que